There are an estimated 5 million Muslims in France today, the largest such population in Western Europe. A century ago, they were called colonials. In the 60s, they were known as immigrants. Today, they are citizens. With the issues of immigration and integration raising the political temperature in Europe, this series looks back at the history of Muslim immigration into France. It's a history that remains alive today with the ongoing debate over how to reconcile France's long-standing tradition of secularism with religious diversity. By 1945, Muslims had been working in France for 40 years. Most of them had come from Algeria. During the interwar period, around 100,000 arrived to stay for a few months or a few years at the most, with the certainty of one day returning home. In the aftermath of the Second World War, all that changed. Des années 20 aux années 50, on a 30 ans d'une immigration ouvrière, au sens classique du terme, mais qui n'est pas une immigration familiale, qui est une immigration d'hommes seuls. C'est une question centrale. Et quand je dis c'est central, c'est parce que quand vous avez des hommes seuls, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de repartir au pays. Mais dès lors que vous avez des enfants, dès lors qu'il y a une immigration familiale, le retour, c'est fini. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même situation. Dès que les enfants arrivent, la femme arrive, on s'installe dans un petit appartement, les enfants vont à l'école, ou les enfants naissent en France, on est dans une autre histoire. C'est une autre histoire qui commence. Les maisons où on habitait, quand nos parents sont venus, c'était vraiment des taudis, c'était presque des taudis. Il n'y avait pas le confort, les familles ouvrières, même françaises, n'avaient pas le WC. Les fontaines étaient dans la rue, les WC étaient communs, donc c'était en face de l'église là. En dessous de l'église, les WC en dessous de l'église. On vivait dans ce quartier et il y avait beaucoup d'enfants paysans, ouvriers. Donc c'était un mélange. Il y avait un mélange très sain, on va dire. Moi, je me rappelle pas avoir vu des remarques racistes, tout ça. Enfin, de ma jeunesse, je peux vous dire que la discrimination, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'œil d'enfant, qu'on voit les choses innocemment, Les parents amenaient les enfants au café. Les jeux, c'était la ronda et le domino. Alors ça tapait dans tous les coins, des gros coups de poing sur la table, les dominos sautaient en l'air. The owners of these cafes were Muslim workers with an eye for business. In the 1950s, they also opened grocery stores, halal butchers, hotels. Some of these traders began to target a French clientele. Mon père a été ouvrier dans le nord de la France, à Roubaix, et puis il est venu à Paris. Avec ses frères, ils ont acheté un hôtel, qui était un hôtel classé tourisme, déjà, donc à l'époque, c'était quand même pas mal. Et puis petit à petit, ils en ont racheté un deuxième, et puis voilà, la vie de famille s'est faite autour de ça, donc avec des moyens. La France est aussi un pays qui donne cette possibilité-là. C'est pas le rêve américain, mais il y a une possibilité, quand on veut s'en sortir, de pouvoir s'en sortir. The vast majority of Muslims living in France were still Algerian nationals. There were, however, around 20,000 Moroccans. In 1950, Sultan Mohammed V paid them a visit, accompanied by the chief cleric of the Paris Mosque, Sikadour Ben Gabrit. Le sultan s'est fait présenter les petits musulmans de Gennevilliers qui n'avaient sans doute jamais espéré pouvoir approcher le commandeur des croyants. Nul doute que la colonie marocaine de Paris ne garde de cette illustre visite un impérissable souvenir. Unlike the Moroccans, whose homeland was a semi-independent state, the Algerians came from a land that France had no intention of letting go. But for the nationalist politician Messali Haj living in Paris, independence was no pipe dream. For almost 30 years, he continued his struggle, campaigning for the freedom of his homeland, Algeria. Le grand phénomène des années 50, c'est qu'on a une immigration qui est derrière Messali 100%. C'est-à-dire qu'il est le personnage principal de l'immigration à l'époque.
le personnage de référence principal, quoi. On June 30th, 1954, Sikadur bin Gabrit died. This faithful servant of France was in charge of the Paris Mosque since its inception in 1926. He was given a state funeral. A grand ceremony in the center of Paris marked the end of an era. 4 months later, an armed struggle was launched in Algeria. On November 1st, 1954, responsibility for a series of bombings was claimed by an unknown movement, the National Liberation Front, or FLN. Headed by Ahmed bin Bella, it was made up of a handful of revolutionaries, disillusioned by Messali Hadj's wait-and-see policy. The old nationalist leader responded by founding a new party, the Algerian National Movement, or MNA. Soon, the two separatist organizations were embroiled in a virtual civil war. All over France, cafes were machine-gunned, militants were assassinated. En 54, j'avais 6 ans, jusqu'en 62. Je ne l'ai pas vu passer, avec mes yeux d'enfant, je n'ai pas vu passer la guerre d'Algérie. On entendait juste de temps en temps des mitraillages. Il y a eu des mitraillages dans la région. Puis il y avait une opposition entre le MNA et le FLN. Donc il y a eu des règlements de compte. Il y a eu même plusieurs personnes qui ont été égorgées dans les rues, là, dans la colline. 2 à moins. 2, voilà. 2. Que les gens ont retrouvés le matin en allant au travail. Le FLN faisait les réunions dans le sous-sol du café de mon grand-oncle, dans la clandestinité. Il y avait même des sortes de tribunal, quoi, pour si un tel avait fauté ou était devenu indique et tout, donc il le jugeait. Les décisions étaient prises dans le sous-sol de ce café-là. Enfin, c'était une époque dure, mais moi, je me suis pas rendu compte que mon père avait peur ou des choses comme ça. Mais bon, il faisait attention. Je sais que ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait jamais la même route pour aller au travail, il changeait toujours. The two rival movements fought not only for control of the cafes and hotels, but also to win the hearts and minds of people. Religion was a weapon of choice in this war. Les nationalistes vont utiliser l'islam pour affirmer leur autorité et pour aussi contrôler la vie privée, finalement, de leurs militants. Mettre en place l'interdiction de l'alcool, c'est faire que ces cafés ne soient exclusivement qu'algériens et n'est pas non plus une autre clientèle, par exemple. C'est la question des cafés, le contrôle des cafés est une bataille importante entre messalistes et frontistes. D'ailleurs, les attentats dans les cafés, c'est très important. Enfin, il y a de nombreux attentats qui ont pour cible que les cafés. In France, the war between the FLN and the MNA would claim more than 4,000 victims and injure 9,000. From 1958, with the MNA virtually beaten, the FLN struck at the colonial power within mainland France. On August 25th, a daring attack on the Morpian oil terminal near Marseille resulted in a fire that lasted for 10 days. From then on, the FLN stepped up its actions within France. The response was a heightened repression against the militant separatists. Un jour, on vient chercher vos parents, des policiers, des gendarmes viennent chercher vos parents, votre père, et vous vous posez la question de savoir mais qu'est-ce qu'il a fait? Et après on vous explique, après la mère vous explique, ma mère m'a expliqué que c'était parce que il avait mené des actions de nature politique pour la décolonisation de son propre pays. Et puis, deuxième choc, mon père revient de prison, il a été emprisonné à la prison de la Santé, et puis emmené en Algérie, à la prison Barberousse d'Algérie. Donc il a passé 1 an
Barberousse en Algérie, avec ce que vous pouvez imaginer comme maltraitance. Je n'insisterai pas davantage là-dessus. Et puis, au retour de mon père, c'est ma mère qu'on vient chercher pour faire sa peine de prison. Donc ça vous marque assez définitivement. Le regard d'enfant que je pose là-dessus, c'est que là, à ce moment-là, il y avait une différence. Il y avait une différence bien marquée. Et c'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience. Depuis que vous êtes en France, Monsieur Zaïd, est-ce qu'il vous est arrivé que quelque chose ou quelqu'un, un événement, une personne, vous force tout d'un coup à vous souvenir que vous êtes né à Alger et non pas à Quimper ou à Périgueux? En vous promenant dans la rue, il ne vous est jamais arrivé d'être pris dans une rafle de police, par exemple? Si, une seule fois. Oui. J'étais chez des amis musulmans et qui, ma foi, nous sommes sortis faire un petit tour et le panier à salade, c'est le cas de le dire, est passé, puis on nous a demandé nos papiers d'identité et on nous a fait monter dans la voiture. Embarqué. Madame Zaïd, vous deviez être très inquiète de ne pas voir entrer votre mari. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Ah, moi j'ai trouvé que c'était injuste. Qu'on devrait demander les papiers d'abord, avant de les mettre dans le car de police. Oui. Parce que malgré tout, regardez la femme de mon ami, de notre ami, aurait eu un bébé. Comment que j'aurais fait? The Algerian War had shifted to France. To the authorities, all North Africans were now suspects. Les Algériens étaient confinés dans une sous-humanité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun droit. C'est-à-dire interdiction de sortir, le contrôle perpétuel, permanent. Les contrôles d'identité de papier, mais c'était tout le temps. Il faut voir le film Élise ou la vraie vie, c'est un très beau film, hein, où c'est très bien raconté, ça, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas sortir le dimanche, sortir le samedi, sortir le soir. C'était quasiment une pratique de couvre-feu. Hein, on a oublié tout ça. Rentre, ne reste pas ici. Mais pourquoi, et vous? Regarde, il y a des flics. Mais ce sont des civils. Et alors, ce sont des flics en civil. Et puisque vous êtes en règle. Tu crois que ça leur suffit? Rentre. Rentre. Va, rentre. Sauve-toi. Rentre. Sauve-toi vite. Ne reste pas là, rentre. Sauve-toi, je t'en supplie. Non! Arrêtez! Non, je vous en supplie. Non, non, non. Non. Arrêtez! 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 Vous avez les papiers, les véhicules? Oui. Pouvez-vous me présenter vos papiers, monsieur, s'il vous plaît? The Paris chief of police at the time was Maurice Papon, who years later would be convicted for crimes against humanity for his deportation of Jews during World War II. In 1958, he imposed a curfew on North Africans in Paris. To protest, the FLN organized a large, peaceful demonstration in October 1961. The repression was appalling. Thrown into the Seine, hanged from trees in the Bois de Vincennes, or beaten to death inside the Palais des Sports. In one night, 100 Algerians were murdered by policemen. This violence would be ignored by most of the press, suppressed by the government. A forgotten memory even among the families of the demonstrators. J'étais en deuil d'histoire et très honnêtement, c'était la première fois que j'entendais parler du 17 octobre 61. Et ça a été une belle claque parce que je me suis dit, mais mince, mon père il était là, il était présent, donc il était en région parisienne, donc il a forcément fait la manifestation. Je savais qu'il était FLN, mais j'en savais pas plus. Et donc finalement la transmission, elle se fait à partir de là. J'ai questionné mon père et là il m'en a parlé. Il a commencé à rejoindre le cortège et là il y a eu un mouvement de foule, la police a chargé et donc il a pu échapper bon an mal an, il a pu rentrer. Donc de cette nuit il a un souvenir extrêmement violent, si violent qu'il ne veut pas en dire plus d'ailleurs, il dit juste que j'ai été manifesté, j'ai pu m'en échapper heureusement, mais je sais que des amis à lui, il n'a pas retrouvé trace de... Enfin, soit ils ont été arrêtés et ils sont morts lors du 17 octobre 61, soit ils ont été renvoyés en Algérie et il a perdu de trace en fait. Mais il se souvient de l'angoisse pendant et après la nuit du 17 octobre 61. Quoi.
il y a eu l'indépendance, je pense que mon père n'était pas le seul à avoir déchiré, enfin il a déchiré ses papiers militaires en fait. Et symboliquement, c'était une façon de dire ça y est, on l'a eu cette indépendance. L'Algérie était 3 départements français, l'indépendance était quelque chose d'inouï, on ne pouvait pas y considérer l'indépendance. Enfin, c'était une utopie. Donc le fait d'accéder à ce rêve semblait inimaginable, c'était extrêmement puissant. Hein, c'était vraiment on était là dans un imaginaire extrêmement fort, quoi, presque de la terre promise, quoi. Hein. Moi j'ai vécu dans ce rapport-là, on pouvait tout dire, mais il fallait jamais dire du pays d'origine, du mal du pays d'origine. L'Algérie c'était sacré, il y avait une sacralité. Même si on n'y retournait pas, on disait qu'on y retournerait un jour. Hein, c'était le pays sacré. The French Algerians did not return to their sacred land. Independence could not fulfill its promises, and the new Algeria offered its children neither work nor liberty. Despite the disappointments, immigrants would cherish this hard-won nationality above all else. On nous disait toujours, nous dans la maison, quelqu'un qui se naturalise, c'était comme un traître. On disait, si tu deviens français, si tu te naturalises, tu peux même pas être musulman. Moi, j'ai entendu combien de fois, mais vraiment des contre-vérités, mais bon, quand vous êtes ado et tout, vous écoutez, vous dites, bon, c'est vrai. Puis c'est votre père qui vous le dit, donc tout ce que le père dit, ça peut être que vrai. Ma mère, aujourd'hui encore, depuis 1962, elle a toujours une carte de séjour, alors que la mairie lui a souvent proposé la naturalisation, elle l'a toujours refusé. Ma mère a une carte de séjour renouvelable tous les 10 ans. Et elle est très bien avec ça. Parce qu'elle sait que le jour où elle va mourir, elle va retourner au bled. Elle se fera enterrer au bled avec sa famille. Donc, elle vit très bien ça. Et donc, du coup, nous, ça a été beaucoup plus facile. On n'avait pas de problème d'identité. On est français. Fier d'être français et encore plus fier d'être algérien d'origine parce que ce mélange, ça m'aide, quoi. Comme ça a aidé Coppola d'être aussi italien, comme ça a aidé Scorsese d'être italien, De Niro. Je le vis comme ça, donc j'en suis fier. Though Algerian independence stirred pride in some, for others it spelt misfortune. For these Muslims who fought alongside the French army, the Harkis. To them, the FLN's Algeria had become hostile ground. Les Harkis étaient considérés par les Algériens comme des traîtres et considérés par les Français comme des collabos. C'est terrible, hein? Les Harkis, c'est une histoire tragique. C'était un matin et ma mère a entendu au-dessus de sa maison des avions de reconnaissance français. Et elle savait que le jour où elle entendait ces avions-là, ça veut dire que l'armée française était en train de partir. Et ce départ, pour ma famille, signait leur arrêt de mort. Donc ma mère a pris ses 5 enfants sous le bras et elle est partie. Ma mère se rappelle qu'elle montait avec ses enfants dans les camions de l'armée française et les soldats les faisaient redescendre. Through courage and persistence, 90,000 Harkis managed to reach France, a land they fought for, but about which they knew nothing. Mes parents, quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont ensuite été transférés en Auvergne, dans un camp militaire, et ils ont voyagé de nuit. En fait, il fallait les rendre invisibles, comme s'ils n'étaient pas là, il fallait les cacher. Ces hommes et ces femmes qui avaient pris le parti de la France, qui en ont payé lourdement les conséquences, finalement ils sont accueillis comme des indésirables. On les parque dans des camps et au fond on remet en place aussi un système un peu colonial puisque c'est une surveillance très particulière avec un chef, etc. Mes parents ont vite compris que loin d'être accueillis comme des héros, leur vie serait plutôt sous le signe du secret, et plutôt du mépris et du rejet et de la honte et de l'humiliation. C'est pas possible que la France soit à ce point ingrate envers ses populations. Leur souffrance est quelque chose de terrible. Le silence qui pesait sur eux est quelque chose de terrible. La vie qu'ils ont vécue dans les camps est quelque chose de terrible. Et ça, c'est indigne de la République.
C'est indigne. Mes parents ont fait des choix différents, certes, mais je trouve vraiment indigne. À l'intérieur des logements préfabriqués où vivent aujourd'hui les familles des Français musulmans d'Algérie, la vie s'est organisée. Les femmes de Djebel se forment peu à peu au métier de ménagère afin de pouvoir un jour s'occuper seules de leur maison. Les enfants de ces harkis, eux, sont à l'école et ont déjà appris les chansons de Provence. The Harkis were soon forgotten, a marginalized population under house arrest who only participated from afar in the extraordinary growth of the 60s. The country's need for manpower was considerable, and as France didn't want to depend solely on Algeria, it began recruiting in Tunisia and especially Morocco, particularly for the mines in the north. Le travail du mineur reste rude et n'attire pas suffisamment les jeunes. Aussi, doit-on faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Et sous l'égide de l'Office national d'immigration, de nombreux travailleurs marocains arrivent dans notre région munis d'un contrat de travail dans les houillères. In the north of France, the Moroccans lived with the Algerians who had settled there many years before. Il y avait des lieux pour les Marocains, des lieux pour les Algériens. Il n'y avait pas un grand conflit entre les nationalités, mais il y avait toujours cette distance qui est gardée. Il y avait, je dirais, un racisme intra-maghrébin. C'est connu, les Algériens, bon, ils voient les Marocains d'un certain œil, les Marocains voient les Algériens d'un certain œil, vu l'histoire un petit peu conflictuelle entre ces deux pays. Je vais dire les choses très clairement. Oui, les Algériens méprisent les Marocains. Oui, il y a un distinguo qui est effectué par les Marocains, par les Algériens et par les Tunisiens entre eux. Voilà. C'est un distinguo d'une stupidité hallucinante parce qu'on est tous les enfants du Maghreb. Tunisians and Moroccans arrived alone in France. Those who had a family left them back home. However, with the Algerians, the immigration of whole families, which had begun in the 1950s, increased. On a débarqué en France. On est arrivé à Vénissieux et on habitait rue Félix Brun. Je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'était un bidonville. C'était un bidonville et c'était terrible l'hiver. Moi, je me souviens des hivers où ma mère était obligée de mettre 4-5 gros tapis sur le parterre pour empêcher l'humidité d'entrer. J'ai même vu mon père prendre des couvertures et les clouer sur les murs de placoplate de façon à ce qu'on ait le moins froid. Et cette boue, et la boue, là. Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment. Pourquoi un destin? Comment ça? Et puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Comment voulez-vous qu'on y fasse quelque chose? Alors on vit dedans, on marche, et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures. Vous voyez, là, mes pieds, ils sont tout enfoncés, et je peux rien faire. C'était un bidonville, des maisons face les unes des autres, et on jouait là ou derrière le chemin de fer, mais on ne pouvait pas aller au-delà. Moi, je me souviens, j'allais à l'école des Charriards, donc entre le bidonville et Charriards, il y avait 600-700 mètres. Il y avait des gamins qui avaient mon âge ou un peu plus grands que moi, mais c'était des insultes, l'arabe, le crouille, le bougnoul, le ceci, le cela, et pour rien. Bon, maintenant, un peu avec le recul, je me dis ça correspondait peut-être à une époque. 67, 68, 69, la fin de guerre, elle était encore fraîche, donc c'était difficile. Difficult indeed, as were the first clashes between the children of yesterday's enemies, those whose parents supported the FLN and those who supported the MNA.
Nevertheless, this first generation of Muslims grew up attending French schools. While the children were immersed in French culture, their parents maintained their cultural reference through music and film, notably Egyptian cinema. Mes parents aimaient beaucoup aller voir les films égyptiens. Et il y avait cinéma où on allait en famille voir ces films égyptiens qui faisaient le plaisir de ma mère. Et donc on allait souvent. Et oui, des films de la musique arabe, oui. Ça faisait partie des éléments culturels aussi. At that time, Kulthum was the unrivaled star of Egyptian music, adulated from Damascus to Casablanca. In 1967, she sang at the Olympia in Paris, the only concert in her career outside of the Arab world. À la maison, c'était juste black music. D'ailleurs, les mecs de ma génération et même les jeunes d'aujourd'hui, on est dans la musique noire américaine. Voilà, parce que ça nous parle. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ». C'est ça qu'on entend. Donc c'est cette musique-là. Quand Bob Marley dit « Stand up for your right », on parle de nous, il nous parle à nous. May 1968, students took to the streets. France went on strike. A kind of revolution that drew even the North African workers along in its wake. J'étais très étonné quand j'ai vu les immigrés algériens participer aux événements aux manifestations de mai. Quand je les ai vus au premier rang, je me suis demandé s'il y avait une force qui les organisait à ce moment-là pour ça. Ou... Non, il est apparu que c'était spontané. C'était spontané, ils étaient au premier rang tout simplement parce qu'ils sont les plus exploités. From May 1968, the immigrant issue moved into the French public's consciousness. Until then, immigrant meant North African. But there emerged a new category of worker from the French colonies after they gained their independence in 1960. The Africans. Most of them were Muslims from Senegal, Mali, and Mauritania. Cette population arrive, mais elle arrive de façon pas totalement organisée. Je ne peux pas dire qu'il y ait un recrutement institutionnel massif. C'est plus une sorte de migration spontanée. Quand on parle avec ses parents, j'ai l'impression que nous on a plus de rage qu'eux, dans le sens où ils sont dans un truc, dans un trip, peace, on était en France. Avant, quand on était en France, quand on cherchait un endroit, quand on allait voir un Français, il te prenait la main et il allait t'emmener à l'endroit que tu cherchais. Tu vois, il t'accompagnait. J'ai l'impression qu'on les prenne. Après, j'ai pas vécu, qu'on les prenait un peu comme des enfants, quoi, à l'époque. Mais bon. Today, parents tend to have rosy memories of their first years in France. But interviews filmed in the early 70s tell quite a different story. Pour la communauté africaine, vraiment, nous sommes dans des conditions plus lamentables que les autres, moi je peux le dire. On vit parfois avec des rats, et puis il y a toutes sortes de dégueulasses là-dedans. Nous vivons comme des bêtes. Nous sommes mal logés, mal reçus. Parfois on nous fait des racistes. Moi je trouve que 90% des Français sont ingrats. Parce qu'avant les Africains ont souffert pour la libération de la France. Mais cela n'a pas été reconnu. On the night of January 1st, 1970, 5 workers from Mali and Senegal suffocated to death in a slum in Aubervilliers. The day of their funeral, the far left mobilized by symbolically occupying the premises of the CNPF, the French National Employers Union. Comme tous, à part les négriers, mais je considère que les négriers ne sont pas seuls coupables. On February 12th, Prime Minister Jacques Chaban-Delmas visited the Aubervilliers slum and decided to step up the fight against lodgings unfit for habitation. Aucun de nous ne saurait tolérer plus longtemps
que des hommes et des femmes et leurs enfants vivent dans de pareilles conditions sur notre sol. Nous allons doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France. The shantytown destruction movement gained momentum, and North African families began to discover the joys of low-cost housing, known as HLM. Les Minguettes, sans doute demain un exemple à suivre dans le domaine de l'urbanisme de base. On voyait les Minguettes, le plateau, on voyait les tours grandir, pousser comme des champignons. Donc on les voyait de loin. Quand on sortait de l'école primaire, on allait au bout de la rue pour voir ces bâtiments de loin. Ils ont octroyé un appartement à mon père et on arrivait, donc dans les années 70, mon frère et moi, on avait vécu dans un bidonville avec le froid, le vent, pas de chauffage, rien du tout, et puis on découvre un appartement type F5 avec une grande salle de bain. C'était la bagarre pour qui allait prendre le bain avant l'autre. Et on avait découvert des chambres énormes. Enfin bon, ma mère, pour elle, c'était comme si elle venait de gagner le milliard, quoi. Une cuisine énorme, elle avait de l'espace. Meanwhile, the Africans from slum lodgings around Paris were rehoused in hostels for single men run by the company Sonacotra. These hostels had been built in the 1950s for Algerian workers who weren't always that well disposed to the new tenants. Dans les archives, on fait état de conflits très violents entre les populations nord-africaines et les populations ouest-africaines. Des bagarres collectives avec parfois des blessés, voire des morts. Oh bah là, c'est très simple. Les Arabes détestent les Noirs. Et il n'y a rien de pire pour un Arabe de voir sa sœur épouser un Noir, un Kahlouch, un Khel. C'est comme ça qu'on dit Noir. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que moi j'ai déjà entendu des potes arabes dire « Je préfère voir ma sœur avec un Gaouré, un Français, qu'avec un Kahlouch. Jamais de la vie, un Kahlouch il rentre chez moi, jamais !» In the 1970s hostels, Arabs and blacks sometimes had to share the same prayer room. Even there, disputes arose. Ça peut prendre des formes variées. Par exemple, l'imam est un Africain saharien. Certaines populations maghrébines ne prieront pas derrière cet imam pour des raisons multiples. Ça peut être parfois tout simplement un mépris vis-à-vis de ces groupes. Ça peut être tout simplement parce que le prêche n'est pas fait en arabe. Il ne faut pas oublier quand même que dans l'esprit des musulmans arabes, c'est nous les créateurs de la religion musulmane, c'est pas les kahlouches. C'est ça qu'ils se disent dans leur esprit, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Et que le noir, au départ, bien avant que le prophète Mahomet prenne son statut de prophète, les noirs étaient des esclaves. Et que c'est le prophète Mahomet qui a affranchi un esclave noir. Words that wound. Words that highlight how far removed Arabs were from recognizing blacks as their fellow men. North African parents had other things on their mind. They wondered how to pass on their customs to children growing up in a non-Muslim country. Il y avait des périodes qui étaient plus marquées par nos traditions. Voilà, moi j'ai des souvenirs de l'Aïd. J'ai des souvenirs de la période du Ramadan, j'ai des souvenirs du Mouloud al-Nabawi, c'est un peu tout. Mes parents n'étaient pas très pratiquants, mais ils marquaient leur culture par ces événements-là. Donc ce qui se transmet, c'est beaucoup la culture à travers la religion, même si elle n'est pas dogmatique totalement. On fait le Ramadan ou on ne fait pas le Ramadan, mais au moment où il y a le Ramadan, il y a quelque chose qui se passe.
Et vous faites le ramadan? Non, non. Les enfants ne font pas le ramadan, pourquoi? Les enfants, ils ne font pas parce qu'ils ont un petit peu sécurisé, quoi. Et alors? Et puis, il a dit que c'est pas son habitude maintenant. Quand ils seront plus grands, peut-être? Ah, s'ils retournent à leur pays, peut-être plus, mais ici, ça m'étonne qu'ils vont le faire. Dans ma génération, on considérait que l'islam c'était un vieux truc, c'était quelque chose qui à la rigueur pouvait marquer la génération des parents. Et encore, hein, mais on n'avait pas l'idée qu'il fallait y avoir un jour un retour à l'islam. C'est-à-dire que les gens étaient beaucoup plus marqués par un rapport finalement à comment trouver place hein, justement dans la société française. Hein. Et puis les interdits de l'islam étaient trop marqués. On faisait partie d'une génération qui aimait beaucoup la fête, qui aimait boire en l'occurrence. L'interdit de l'alcool était un interdit majeur. Donc on était vraiment plutôt du côté de Bacchus que du côté finalement d'une religion stricte. Families were growing. The number of children of workers from the Maghreb increased in French schools. There, they discovered a different culture from their parents, a culture they took to naturally. L'idée de me lever dans la classe et de dire « Maître Corbeau sur un arbre », j'adorais ça. J'ai arrêté de le faire avec autant d'enthousiasme le jour où l'instituteur a demandé à un Français de le faire aussi. Et ce jeune Français, il avait beaucoup de mal, il butait sur les mots. Et l'instituteur lui a dit, et ça j'ai pas oublié, il lui a dit « Mais écoute, Raouf, il y arrive, pourquoi pas toi ?» Et le soir, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais un môme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Que mon père, il a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et il m'a expliqué. Growing up in France at that time meant seeing racist crimes on the evening news. The most deadly outburst came in 1973 in Marseille. 12 Arabs were killed in a few days. Ils ont tendance à se regrouper. Ils ont même transformé en Casbah certains quartiers de la ville. Première source de friction et d'incompréhension avec les Marseillais. Ce qu'il faut, c'est répartir ces étrangers dans l'ensemble de la ville en leur donnant des conditions d'habitation dignes de tout être humain et aussi en leur apprenant à habiter comme nous le faisons dans des logements construits pour des Européens. The Harkis personified the painful memories of colonization. In a bid to forget them, they were penned in camps. 13 years after arriving in France, they suddenly reminded their former comrades in arms of their existence. En 1975, dans le camp de Bias, les enfants de Harki se sont révoltés. Ils ont compris qu'ils avaient des droits et qu'à l'intérieur du camp, tous ces droits de liberté, d'égalité, de fraternité étaient bafoués. Ils se sont révoltés contre l'autorité du chef de camp, ils ont détruit les grillages. Et combien êtes-vous à l'intérieur de la mairie? Pour le moment, je peux rien vous dire. Bon, et qui détenez-vous? Pour le moment, on a le directeur du camp. On se sent vraiment retiré, hein, isolé. Dans un camp entouré de barbelés. Il n'est jamais venu ici, enfin on ne demande pas qu'il vienne, mais qu'il envoie au moins quelqu'un, ou une commission, ou n'importe qui s'occupe un peu de ces harkis oubliés, de ces hommes qui ont perdu leur fierté. C'était vraiment un état d'insurrection. Donc ça a attiré l'attention des médias, des autorités locales, du préfet qui est venu. Et là, c'était plus possible de cacher cette plaie béante et de cette injustice. After the revolt, the camps were dismantled, but the damage was done. The Harkis remained a wounded community, seeking redress. Quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'ai posé la question à mon père, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il a été traité ainsi, pourquoi est-ce que ma famille a été traitée, parquée dans des camps, ostracisée, rejetée, alors que mon père s'était battu aux côtés de la France, dans l'armée française. Et il m'a répondu, mais il a été très surpris par ma question. Il me dit, mais
t'as pas compris? Il m'a dit, mais c'est parce qu'on est des Arabes. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, mais je me suis rendu compte que mon père, qui est analphabète, en fait, a tout compris. As the Harkis faded into the background, a major strike movement began in the Sonacotra hostels. North Africans and Africans living there made a united stand against poor lodging conditions. Sur une chambre de 6 mètres carrés, ils nous font payer environ 270 à 300 francs par mois. De 6 mètres carrés, nous on appelle ça un cercueil. Ils construisent des foyers normalement avec des chambres de 12 mètres carrés. Il y a un petit lit de 20 cm comme ça. Mon petit bouche bassien, quelqu'un qui est grand, il ne peut pas coucher dans cette lit-là. Et maintenant, depuis qu'il y a l'existence des foyers, je vous dirais franchement, jamais le couverteur même, il n'a jamais changé, il n'a jamais la vie. Unions and left-wing parties united behind the immigrants' demands. But in a period of soaring unemployment, the state was tempted quite simply to send all foreigners back home. In 1977, President Valéry Giscard d'Estaing launched an assisted repatriation scheme. Objective: 500,000 departures. The Algerians were the main target, but children who had grown up in France wouldn't be shown the door so easily. Pour moi, il n'y a jamais eu une valise devant la porte, même si, parfois dans les discours avec mes parents, sait-on jamais si demain on vous expulse tous? Donc cette idée de vouloir construire une maison dans le pays d'origine. Sait-on jamais si demain, aujourd'hui ou demain, il y a un président qui décide que tous les immigrés d'origine arabe ils dégagent chez eux, au moins on aura un petit chez nous, quand on retournera. Pour mon père, il y avait sa valise, il l'a jamais prise pour partir définitivement. Mais pour moi ou mes frères, on n'a jamais eu de valise. The repatriation scheme only affected a small number of people, though it worried a good many more. The children of Algerian, Moroccan and Tunisian workers carried on growing up in France. C'est vrai qu'avec la confrontation de l'extérieur, on avait conscience qu'il y avait quelque chose de différent entre ce qu'on appelait à l'époque eux et nous. On n'était pas pareil. On rentrait à la maison, l'ambiance n'était pas pareille. On n'avait pas, je me souviens moi dans les écoles primaires, quand on avait l'occasion de manger à la cantine, à 14 ans, je disais à mon copain, mais pourquoi tu manges du porc? Et pourtant, c'est dans sa culture, il a le droit de le manger. Voilà comment l'ambiance, comment on était à l'époque. Et eux aussi, de leur côté, ils avaient pris aussi conscience qu'il y avait un peu de différence, surtout quand il y avait soit le ramadan, ou soit une fête religieuse, ou soit même une circoncision. Quand ils venaient à la maison, ils voyaient que les choses étaient différentes. These teenagers of Jamel Atalla's generation were in junior high school, facing choices about their future. A future which was sometimes mapped out in advance. Mes parents ont été convoqués quand j'étais en 5e. Et on leur a dit, voilà, c'est bien pour Abdel qu'il apprenne un métier manuel. Parce qu'il n'ira jamais jusqu'au bac, il n'a pas les capacités intellectuelles pour ça. C'est mieux qu'il apprenne tout de suite un métier et ouvrier, ça va bien lui aller. Mes parents, ils ont dit, bon, bah écoutez, mon père, il était ouvrier, et il était pas malheureux pour autant. Ils ont dit, bah si le proviseur dit que c'est pour ton bien, parce que le proviseur présente ça de manière très très vicieuse, comme si c'était pour mon bien. Mes parents, comme n'importe quel parent, veulent le bien de leur enfant. Donc ils écoutent le proviseur. Et le proviseur fait toutes les démarches pour que je me retrouve dans un lycée technique. C'est gentil, hein, c'est sympa. J'ai un manager, c'est mon proviseur, et il m'envoie faire chaudronnier soudeur. 30 years later, Abdelraouf Dafri presented, along with Jacques Audiard, A Prophet, at the Cannes Film Festival. He was one of French cinema's most bankable writers. But in 1978, young Arabs were still a long way from the glitter and glamour of the Cannes Boulevard.
In the suburbs of Lyon, for example, they faced police repression that must have made them think that 16 years on, the Algerian war still hadn't ended. Je m'en souviens très bien du commissariat d'ici d'ailleurs, où l'ensemble du personnel, ils venaient tous soit des anciens d'Algérie, soit des anciens de tel ou tel pays. Et il y avait des rapports hyper conflictuels, et parfois pour rien du tout. C'est-à-dire, à la fois la police a un travail à effectuer de maintien de l'ordre et du respect des lois, et à la fois il y avait des dérapages, parfois même organisés, volontaires, pour mettre un peu la poudre ou de l'huile sur le feu. Et honnêtement, et je le dis, mais vraiment sans animosité, dans ces époques-là, j'entends bien, donc 17-18 ans, dans les années 78, 79, 80 jusqu'à 81, en tous les cas pour ma part et pour beaucoup, on a énormément souffert. These teenagers were still called immigrants, and yet, unlike their parents who continued to dream of returning to their homeland, they knew their future was in France and just wanted to get on with their lives without being harassed by the police. France didn't notice them growing up. Soon, it would learn to reckon with them.